Bonjour, bienvenue à l'École des Mines. Et pour ceux qui nous regardent de loin et d'ailleurs, et en ce moment, bonsoir. Ceci est la première séance d'un séminaire sur les écosystèmes de médias, qui est une opération envisagée dans le cadre de la communauté d'universités et d'établissements PSL, dont je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Ça se représente en général quand on va à l'étranger expliquer comment est organisé le système universitaire français sous forme d'une carte avec des pâtés qui se recouvrent légèrement les uns les autres, dans lequel on distingue des disciplines, dont notamment les humanités et sciences sociales, qui regroupent le CNRS, l'École normale supérieure, l'École des mines, de l'ingénierie, des sciences, et puis des écoles d'art, dont l'École nationale des arts décoratifs, la FEMIS et quelques autres. Et puis dans la partie transversale de l'ensemble, il y a l'Université de Paris-Dauphine avec son institut pratique de journalisme, qui est massivement dans la salle ce soir et que je remercie de soutenir cette initiative. Donc l'idée était de construire dans ce grand ensemble extrêmement hétérogène un événement ou un séminaire qui permette à des participants des différents collèges de discuter entre eux et d'échanger sur des sujets communs. En réalité, faire ça, c'est un peu comme prendre la galaxie de Game of Thrones, les 7 royaumes d'Essos et de Westeros, et d'essayer non pas de réunir les royaumes, mais de rapprocher certains d'entre eux en faisant parler les uns et les autres une langue commune, partager des concepts. Et je pense que la thématique des médias, qui est une discipline qui regroupe, on va le voir, pas mal de sciences sociales, voire qui concerne l'ensemble des sciences sociales, se prête assez bien à cet exercice. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à mes collègues de Dauphine, de l'Institut du journalisme et de l'École des arts déco, de monter avec nous ici à l'École des mines, à Mines Paris Tech, ce séminaire dont dont l'initiative d'une certaine manière m'avait été suggérée par François Hartog, qui me fait l'amitié d'être là ce soir et qui animera la prochaine séance. Donc de monter ce séminaire autour de l'économie des médias. Pourquoi un séminaire sur les médias? D'abord parce qu'il y a beaucoup de collèges de PSL qui s'intéressent à la question, à Dauphine à travers les thématiques de marketing et de numérisation du secteur des médias autour à la fois des activités traditionnelles de médias et des télécoms, à l'Institut du journalisme dont c'est vraiment la vocation, etc. Et à la FEMIS qui ne participe pas à ce séminaire encore, mais dont la formation au métier de l'audiovisuel et du cinéma concourt aussi à enrichir les travaux de PSL sur ce thème. Donc l'idée était de monter une série de rencontres qui permettent dans un premier temps de poser des catégories communes, des concepts utiles à identifier ce que sont les médias, comment on les voyait avant, comment on peut les comprendre aujourd'hui, quelles sont les différentes composantes de leur fonctionnement. Et puis aussi comme séance de réflexion générale,
une recherche ou une réflexion sur l'importance des médias dans la structuration de notre expérience du temps. On voit aujourd'hui que les alertes récurrentes sur téléphone mobile, l'arrivée des mails dans les boîtes aux lettres, créent toute une série de sollicitations qui mobilisent l'attention immédiate et éloignent un peu les préoccupations de moyen et long terme. Manifestement, c'est une question qui... c'est une pratique et un ensemble de phénomènes qui transforment notre rapport au temps. Il se trouve que sur cette thématique, François Hartog, qui est le président du conseil d'administration de Normal et directeur d'études à l'EHESS, est l'inventeur d'un concept d'un concept sur les régimes d'historicité, c'est-à-dire sur les différentes façons d'éprouver le temps dans les différentes époques et les différentes sociétés. J'ai pensé qu'il serait très intéressant de lui demander d'animer une séance transversale sur ce thème. Et puis, une fois qu'on aura, dans les 2 premières séances du séminaire, introduit quelques concepts et éléments de réflexion transversaux, on regardera comment fonctionnent divers écosystèmes de médias, c'est-à-dire des ensembles d'organisations, de firmes ou de communautés d'utilisateurs dont la vocation est de propager certains formats de récits, certains types de récits dont on verra à chaque fois les caractéristiques. Et donc, on aura une séance consacrée aux écosystèmes de la publicité, une séance consacrée à l'écosystème de la musique, si on peut appeler ça comme ça, une séance consacrée à l'écosystème de l'audiovisuel, du cinéma et de la télévision, une séance que j'espère assez originale consacrée à l'écosystème du football, qui est une activité médiatique dont on a souvent en sciences sociales l'habitude de traiter de l'économie ou de la sociologie, mais dont la dimension médiatique me paraît absolument fondamentale dans la société moderne. Et puis des séances sur l'écosystème de la mode et son évolution, et sur l'écosystème du design. Donc 9 séances en tout dans l'année, les 2e lundis de chaque mois. J'espère que vous continuerez à venir nombreux dans la salle pour le suivre. Et par la faute de Pascal Guéné, donc, on organise une captation audiovisuelle du séminaire, dont j'espère qu'elle aura un intérêt à être regardée et pendant et après en ligne. Pourquoi faut-il redéfinir les médias? Parce que historiquement, ils ont toujours été associés à des systèmes techniques très, très spécifiques, la presse, le livre, le cinéma, la radio, la télévision, même dans une certaine mesure le vêtement, les voitures. L'ensemble de ces systèmes techniques sont aujourd'hui datés, sont très affectés par la transformation numérique, et donc le regard qu'on porte sur chacun sur chacune de ces activités médiatiques historiquement attachées à des supports est en train de changer. Comme sont en train de changer aussi l'ensemble des métiers qui étaient associés à ces différents supports, le métier de la presse et du journalisme en éteint, les métiers de la mode, les métiers du design, etc. Et donc, la transformation communément appelée numérique de ces activités impacte considérablement la spécialisation, la formation des
des gens qui vont travailler dans ce secteur. Dans l'environnement numérique, en réalité, les médias vont être caractérisés beaucoup plus par leur fonction symbolique que par leur dimension physique ou technique. La dimension symbolique des médias, je vais y revenir, ce qui fait vraiment leur originalité, c'est que ce sont des outils de publication. Et c'est à ce titre qu'il faut entendre l'activité publication par opposition à des activités de correspondance, sachant que, très curieusement, tant que les médias étaient associés à des systèmes techniques, ces systèmes techniques étaient à chaque fois dédiés à la publication. L'édition était structurée pour la publication, la presse était structurée pour la publication. L'arrivée d'Internet fait surgir un système technique qui opère à la fois pour la publication et pour la correspondance entre agents privés ou personnes privées. Et donc les activités de correspondance ont tendance à se mélanger aux activités de publication, tant et si bien que parfois certains acteurs s'y trompent. L'histoire récente est assez pleine de fail ou de ridicule dans lequel des acteurs publics qui pensaient s'échanger en SMS communiquaient en fait sur Twitter, et on a vu apparaître dans le domaine public des propositions qui intentionnellement étaient destinées à l'usage privé. Donc les médias servent à publier. Les processus dans lesquels la publication advient sont assez spécifiques du type de récit ou de message qui va être publié et correspondent à chaque fois à des organisations particulières que j'appelle des protocoles éditoriaux. J'y reviendrai tout à l'heure, mais un protocole éditorial, c'est l'équivalent d'un protocole de correspondance, mais qui s'applique à la publication. Et donc vous allez voir qu'à partir du moment où le but du jeu est de faire passer un message d'un émetteur à un public indistinct, indéfini, pose des problèmes d'un type très original qui sont de l'ordre symbolique pour beaucoup d'entre eux et qui trouvent une forme de réalisation matérielle dans des séquences que j'essayerai de décrire. Si je prends l'exemple du football, vous voyez que il est opéré par des éditeurs majeurs que sont les ligues qui organisent les championnats. Le football n'a pas le même sens selon qu'il est organisé dans un championnat de première division, dans un championnat de division nationale, entre groupes d'amateurs. Et ensuite, les récits structurés par ces formes d'édition vont être relayés par d'autres médias, réverbérés par d'autres, que ce soit évidemment la télévision qui retransmet les matchs ou les récits avec un regard particulier comparé à ce qu'on peut voir dans un stade de football, mais aussi toute la presse et les systèmes de communication qui commentent après le match l'épisode qui s'est produit, voire maintenant de plus en plus les joueurs de football eux-mêmes qui communiquent à travers les réseaux sociaux et qui ajoutent des éléments d'histoire à l'histoire proprement dite des matchs. Donc ce sont ces dispositifs-là qui composent aujourd'hui les formes éditoriales des récits que nous consommons quotidiennement et qui participent de ce que j'appelle des écosystèmes de médias. Pour approfondir cette notion, cette idée, je m'attarderai sur 3 dimensions fondamentales des activités de publication qui recouvrent, à mon avis, l'essentiel de ce que les sciences sociales peuvent dire d'elles.
La première dimension est de type institutionnel. Les médias, on va le voir, reflètent les institutions, les règles sociales d'un pays ou d'une société. Ils ont pour but très largement de faire entendre à chacun que des règles sont édictées et se partagent. Ils ont bien entendu aussi une dimension technico-économique, puisque le fait de rendre public suppose un certain nombre d'opérations, généralement ritualisées, qu'il va falloir décomposer et dont on peut dire qu'elles correspondent d'une certaine façon à une ingénierie. Il y a une usine composée de plusieurs ateliers ou plusieurs organisations qui permettent la mise en circulation publique de récits ou de messages. Et enfin, il y a une dimension économique qui porte sur la nature de la médiatisation comme un objet d'échange et de commerce, absolument consubstantiel au fonctionnement des marchés, et pour lequel les éditeurs, les firmes spécialisées dans la publication s'organisent en marché, connaissent des formes de concurrence, laquelle concurrence impacte la compétitivité de toutes les firmes, de tous les systèmes économiques, et ça sera l'objet de la séance d'après, aussi notre expérience du temps. On en parlera pas mal. Donc pour commencer, je vais tenter d'exposer en quoi les médias ont une fonction institutionnelle fondamentale. Peut-être que l'exemple le plus parlant dans ce domaine, c'est le Code d'Hammurabi. Le Code Hammurabi, c'est un roi sumérien qui naît en moins 1810, je crois, avant Jésus-Christ, qui meurt prétendument en moins 1750, et qui est, au dire des assyriologues, vraisemblablement l'un des premiers à avoir publié un ensemble de règles s'appliquant à l'ensemble de la société, qui sont essentiellement des règles portant sur la manière de régler les conflits entre personnes, la façon de contenir la violence à l'intérieur de la société, les règles de relations sociales parmi les familles et les ensembles de familles. Et l'originalité de ce code qu'on peut voir au musée du Louvre, c'est que c'est un monolithe, une pierre gravée de caractères cunéiformes. La définition ici n'est pas terrible, et surmontée d'un chapiteau présentant le roi exerçant la justice. Donc la fonction première du média, c'est de montrer, et singulièrement de montrer la loi. Il y a le fait que c'est une dimension monumentale et que l'origine étymologique du monument, ce soit la monstration, le fait de montrer, met en évidence la dimension essentielle de la communication et de son côté institutionnel. Si je prends un exemple beaucoup plus proche de nous qui va vous parler, c'est ce qui s'est passé il y a une semaine à Barcelone, où toutes les télévisions ont passé en boucle les CRS, enfin la police espagnole, chargeant les électeurs se rendant aux urnes, et la saisie même des urnes par la police du gouvernement central. Le sens de ces images a été très largement commenté sur toutes les chaînes d'actualité en continu. Chacun y a vu une faute impardonnable du gouvernement central faisant donner la police et
provoquant la violence face à des électeurs paisibles qui n'exprimaient que la démocratie. On voit bien que derrière toutes ces images, il y a des représentations du fonctionnement institutionnel du pays et éventuellement de son dysfonctionnement au moment où cette opération arrive. Et il est inexorablement suivi de ce qu'on peut appeler le rappel à la loi, c'est-à-dire la prise de parole cadrée par la télévision du roi d'Espagne qui explique que la sécession de la Catalogne telle qu'elle l'envisage est parfaitement illégale et qu'il existe un fameux article 155 dans la Constitution qui peut être mis en œuvre pour y mettre un terme. Donc, tout ça pour dire que les médias sont un instrument absolument fondamental de description, dans le cadre des démocraties représentatives modernes, de discussion, mais fondamentalement d'exposition, de monstration du fonctionnement institutionnel. Et si tel est le cas, il faut s'interroger sur la façon dont on peut caractériser les systèmes institutionnels et la place que prendront les médias en fonction de la caractérisation qu'on peut donner de ces systèmes. Or, il se trouve que depuis une dizaine d'années, des économistes, des politologues et des historiens ont développé une théorie que je trouve très intéressante, qui s'appelle la théorie des ordres sociaux, dont les auteurs sont Douglas North, qui a été prix Nobel d'économie en 1993, Barry Weingast, qui est professeur de sciences politiques et l'auteur du manuel de référence sur l'économie politique, et John Joseph Wallis, qui est un historien de l'économie, et dans lequel ils décrivent deux idéotypes que je vais essayer de vous expliquer très brièvement ce soir, permettant de représenter le fonctionnement de ce qui s'appelle l'ordre social. Un ordre social, c'est quoi? C'est l'idée que dans une société sédentaire qui fait plus de 50 personnes, c'est-à-dire où tout le monde ne connaît pas forcément tout le monde, le problème fondamental, c'est d'arriver à contenir la violence et singulièrement la violence organisée. Parce que, au final, dans une société, c'est l'anticipation de la violence qui règle la plupart des comportements. Et donc, si on veut construire des représentations du fonctionnement de la société, qu'il s'agisse des sociétés anciennes ou relativement anciennes ou des sociétés contemporaines, la prise en compte, comme le suggérait déjà Max Weber il y a plus de 100 ans, de la question de la violence est bien plus importante en réalité que la prise en compte de la notion de l'économie ou de la recherche du profit des individus. Et donc, l'idée des ordres sociaux, c'est de dire chaque société va trouver un certain mode de production de règles et d'octroi de privilèges ou de droits à ses membres pour limiter l'exercice de la violence à l'intérieur et permettre aux individus de construire des anticipations qui stabilisent le développement de la société en question. Donc, un ordre social, c'est un système de contention de la violence par la société. À partir de là, pour décrire les ordres sociaux, donc dans chaque pays va exister un ordre social d'un type différent.
qu'il faut être capable de décrire éventuellement sommairement. Pour le décrire, on va utiliser trois catégories. C'est un peu abstrait quand je l'expose comme ça rapidement, mais en réalité, ça prend des formes extrêmement concrètes. Le premier concept de base, c'est la notion d'institution. On va appeler institution tout ce qui fabrique des règles sociales dans une collectivité, dans une communauté. Et sous condition que les règles sociales les règles qui sont ainsi fabriquées, qu'elles soient implicites ou explicites, qu'elles correspondent à des textes de loi ou à des coutumes ou des pratiques non nécessairement explicitées, que ces règles s'appliquent à tous les membres de la société. Il y a donc dans chaque société, il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde. Par exemple, le fait que l'inceste est interdit, le fait que on ne doit pas tuer quelqu'un sans motif. Vous n'aurez pas de mal à en imaginer d'autres. Les institutions intègrent aussi l'ensemble des moyens qui permettent de faire respecter les règles. Si les règles ne sont pas respectées dans un pays, personne ne va les suivre. Ou en tout cas, elles seront... le fait qu'on puisse ne pas les suivre fera partie des croyances et des anticipations des comportements des gens. Si vous ne retirez pas de points aux infractions du code de la route, par exemple, vous aurez vraisemblablement une mortalité sur les routes ou une accidentalité qui sera plus forte que si vous sanctionnez le respect du code de la route. Donc, on va appeler institution tout ce qui constitue des règles, avec du droit ou pas, à l'intérieur d'une société. Par opposition, on appellera organisation tout ce qui constitue des règles, mais qui s'appliquent seulement aux membres qu'ils souhaitent. Donc, parmi les organisations, on peut en trouver deux types. Des organisations qu'on va dire auto-adhérentes, type une communauté Facebook dans laquelle vous décidez de faire partie ou pas, un groupe de fans de chanteurs ou que sais-je, et puis des organisations dans lesquelles les relations entre membres seront contractuelles et éventuellement appliquées par des acteurs tiers. Typiquement, une entreprise, c'est une organisation dans laquelle les relations entre les participants à l'entreprise sont de nature contractuelle. Et si le droit des contrats n'est pas respecté, à ce moment-là, une autorité judiciaire peut être saisie et trancher le différend. Et puis, le dernier concept de base pour appréhender l'ordre social, c'est la notion de croyance. Ce qu'on va appeler croyance ici, c'est l'ensemble des expériences consolidées des gens quant au fonctionnement des institutions. Tout ce qui, d'une certaine manière, peut jouer une fonction causale dans le comportement d'un individu en société. Si vous anticipez que le radar sous lequel vous allez passer est bâché par un cache plastique, vous n'allez pas ralentir pour éviter de vous faire flasher. Si vous savez que le piratage de la musique n'est pas sanctionné par la loi et que votre chance d'obtenir un avertissement de l'ADOPI ou de la police de l'Internet est très faible, ceci ne va pas restreindre votre comportement en la matière. L'ensemble de ces idées ou de ces perceptions du fonctionnement des règles sociales constituent ce qu'on peut appeler les croyances.
Et on va voir que les médias jouent un rôle extrêmement important dans la structuration des croyances au sein d'une société. À partir de ces trois catégories, North et ses co-auteurs vont distinguer deux idéotypes, deux formes différentes d'organisation de la société, qui couvrent l'ensemble des systèmes politiques de la planète, si vous voulez, voire des systèmes politiques ayant existé depuis la révolution néolithique. Le premier système, c'est ce qu'ils vont appeler l'état naturel, dans lequel la violence est confiée à un petit nombre d'individus, ce qu'on va appeler une élite, voire à un individu, lequel va devoir, pour pouvoir la contenir effectivement, passer alliance avec d'autres et faire en sorte que ces alliés soient maximalement fidèles ou stables, et par conséquent va construire un dispositif dans lequel la force va lui permettre de donner à ses alliés des privilèges en échange d'un soutien à sa coalition ou à sa forme de maintien de l'ordre. Typiquement, dans un État naturel, vous avez un chef de l'État qui décide qui peut avoir accès à tel type de ressources, qui nomme des vassaux pour diriger des provinces et qui passe avec eux des accords pour qu'ils lui remontent sous forme de fiscalité une part des recettes qu'ils y ont obtenues. Et d'une manière ou d'une autre, tout type d'activité, toute forme d'organisation qui se monte dans ce type de pouvoir doit être soumis à l'accord de la coalition dominante. Dans un pays comme la Chine, jusqu'il n'y a pas très longtemps, ou comme la Russie aujourd'hui, il est très difficile de développer une entreprise, par exemple, ou de rentrer sur un marché si d'une manière ou d'une autre on n'a pas l'accord du pouvoir politique pour le faire. D'après North et les autres, pratiquement 85% de la population de la planète vit aujourd'hui dans un état d'ordre naturel, c'est-à-dire dans lequel l'ensemble de l'accès aux ressources ou aux organisations est soumis, subordonné à l'accord d'une élite gouvernante, et où à chaque fois qu'un service est accordé, il est accordé en échange d'une allégeance et parfois, bien souvent, par le biais de relations personnelles. Si vous avez vu le film qui s'appelle Le Caire confidentiel, qui raconte une enquête politique, enfin une enquête policière, pardon, dans la ville du Caire, dans lequel on voit fonctionner la police, la justice, et puis un entrepreneur impliqué dans une affaire criminelle, on voit bien que c'est le propos du film, sujet de son récit, on voit bien que toutes les étapes de conduite de l'enquête sont quelque part conditionnées au respect des allégeances passées entre le policier et son chef et l'autorité politique, que le criminel poursuivi est protégé par l'autorité politique, ce qui fait passer la relation personnelle avant l'application de la loi, etc. L'état naturel, c'est typiquement ce type de configuration. Et dans l'état naturel, le plus souvent, ce sont des relations personnelles qui structurent l'accès aux ressources ou aux privilèges. À l'opposé de ces formes d'État, il y a ce qu'on appelle les ordres d'accès ouverts, dans lequel, à l'inverse, il y a une société civile large, diversifiée, qui a droit à la parole, qui
n'est pas limitée dans le nombre des organisations qu'elle peut créer, et dans lequel la plupart des relations sociales, notamment celles qui donnent accès à la propriété ou celles qui donnent accès à un travail, à un emploi salarié ou à des prestations sociales, sont des relations impersonnelles. Vous n'avez pas besoin de connaître le guichetier de la sécurité sociale pour vous faire rembourser une maladie. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un à l'hôpital pour être accueilli aux urgences ou trouver un lit. Ce type de société ressortit à ce qu'ils appellent l'ordre d'accès ouvert, dans lequel massivement c'est l'état de droit qui s'applique, c'est-à-dire que les règles de propriété et les règles de droit sont appliquées de manière systématique et égale pour tout le monde, et dans lequel, puisque n'importe qui peut créer des organisations, il y a une concurrence qui s'applique dans la sphère économique. L'État n'autorise pas les entreprises à rentrer sur le marché. Si elles ont une opportunité technico-économique de le faire, elles peuvent la saisir, ce qui introduit une dynamique schumpeterienne de concurrence dans l'économie. Et de la même manière, il y a liberté d'organisation dans l'offre politique, dans des institutions de démocratie représentative. Donc, en gros, dans les états d'ordre, dans les ordres d'accès ouvert, il y a une double dynamique qui est liée d'une part à la concurrence dans l'économie et d'autre part à la concurrence dans la politique. Vous voyez que ça va avoir des incidences considérables sur la représentation des institutions par les médias. Parce que selon que les médias doivent étendre la croyance ou propager la croyance que l'État distribue de manière discrétionnaire des accès et des privilèges, ou qu'au contraire, c'est l'ouverture qui doit s'appliquer tant dans l'économie que dans la politique, avec un système d'état de droit et une égalité en droit pour tous, ce que vont raconter les médias et ce que va être leur fonction sociale ne va pas être la même. D'où l'intérêt de cette longue introduction sur l'importance des institutions et la manière dont les médias en dépendent. Donc, les médias vont organiser le champ sémantique qui fait signifier l'ordre social. Ça veut dire, en gros, que pour que l'ordre social s'applique, il faut que les gens y croient. Pour que les gens y croient, il faut qu'on leur montre que ça marche. Pour leur montrer que ça marche, il faut des instruments de publication. Et il faut que ce qui est publié diffuse l'ensemble des présupposés du dit et du non-dit attachés à la légitimation et au fonctionnement des institutions. La proposition comment dire, rapprochant l'idéologie du système des présupposés qui font la base commune d'à peu près tous les discours tenus dans une société ou tous les systèmes que l'on y conçoit, est de Jean-François Billetter, qui est un sinologue qui a étudié remarquablement la philosophie pré-impériale chinoise et singulièrement Chuang-Tzu, et qui montre de façon assez convaincante de quelle manière les premiers empereurs chinois ont utilisé les philosophes pré-impériaux pour construire l'idéologie de l'empire, c'est-à-dire d'un ordre absolument immanent, immuable et faisant partie quasiment de l'ordre naturel du monde. Comme ça. Donc, les institutions vont être subjectivées, prises en compte, les économistes disent internalisées par les individus, et c'est précisément ça qui va être le moteur des rationalités individuelles dans la vie sociale, d'une certaine façon. Donc, les médias jouent ce rôle. Ils jouent le rôle de subjectivation des institutions.
Et ça marche aussi bien pour le Code d'Hammurabi que pour la télévision en continu aujourd'hui. Sauf que, évidemment, dans l'état naturel, il y a un gros problème qui est que l'état est instable. Il est d'autant plus instable que, par exemple, les règles dynastiques sont mal précisées ou peuvent mal s'appliquer. Vous voyez que dans Game of Thrones, tout démarre du fait d'un problème dynastique. Le roi meurt, mais il n'a pas d'héritier pour lui succéder, donc l'État est mis en danger. La pérennité de l'État est mise en danger et surgissent des gens venus prêts à faire d'autres coalitions pour prendre le pouvoir laissé vacant. L'instabilité dépend aussi de la précarité des rentes qui sont accordées aux membres de la coalition, qui peuvent disparaître pour des causes naturelles du jour au lendemain. Elle vient du fait de ce que des accords peuvent être dénoncés entre membres d'une coalition donnée, que certains membres vont avoir intérêt à trahir ou à essayer de monter des coalitions alternatives. Et bien entendu, comme tout ça crée de l'incertitude, ça crée de l'instabilité au sein de la société. D'où le fait que les États naturels aient besoin d'avoir des institutions médiatiques qui confortent l'idée de leur pérennité. Si on écrit le code d'Hammurabi sur un monolithe qui peut encore être montré au Louvre 4000 ans après, c'est précisément parce que cette idée de pérennisation de la monarchie devait être transmise au peuple à cette époque-là. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée d'aller écrire sur un monolithe les ordonnances du gouvernement Macron, par exemple. Donc, et pourtant, elles s'appliquent. Mais chacun sait qu'elles ont un caractère de durabilité, François en parlera, qui n'est peut-être pas le même. Donc, le point très, très important, c'est que dans les états naturels, il n'y a pas un besoin considérable de médiatisation, si ce n'est pour rassurer la société sur le caractère stable des institutions et des décisions qu'elles font circuler. Comme l'économie n'est pas très développée, puisque le contrôle des accès ou la restriction des accès ne permet pas la concurrence, la publicité n'est pas extrêmement nécessaire, voire souvent n'existe pas du tout. Et les médias ont rarement une dimension industrielle de type capitaliste comme on les connaît dans les ordres d'accès ouvert. D'une certaine manière, on peut dire que chaque fois que dans un pays existe un dispositif de censure qui restreint l'expansion des médias et qui contrôle ce qu'ils font circuler, c'est qu'il y a une préoccupation liée à l'instabilité de l'État et des institutions. La censure est le reflet d'une instabilité structurelle des institutions et du besoin fondamental de faire croire, au sens des croyances, qu'elles sont là pour longtemps. À l'inverse, dans les ordres d'accès ouvert, les médias entretiennent en permanence les croyances sur les règles de l'ouverture. C'est les images du référendum de Barcelone que je montrais tout à l'heure. Et donc, de l'ouverture dans l'organisation politique, et éventuellement même dans la remise en cause de règles institutionnelles de la politique, jusqu'à un certain point. Et puis, il concourt de manière systématique au fonctionnement des marchés. Il ne peut pas y avoir d'économie concurrentielle s'il n'y a pas de médiatisation des produits qui sortent. S'il n'y a pas de médiatisation de la situation financière des entreprises,
s'il n'y a pas de médiatisation des règles commerciales qui s'appliquent dans la zone correspondante, s'il n'y a pas de médiatisation de l'information économique au sens large, s'il n'y a pas d'activité permettant d'amplifier la différenciation des produits, le design en est une, et la concurrence entre produits. Dans la sphère politique, idem, organisation de la concurrence de l'offre politique à travers la médiatisation de la vie publique, de ces organisations, de ces acteurs. Il faut que les hommes politiques passent à la télé pour qu'on sache qu'ils existent et qu'ils ont une offre et que cette offre vient compléter l'offre du marché de la représentation. La presse dénonce aussi tous les dysfonctionnements du système institutionnel, etc. La dernière campagne électorale a été assez riche de l'ensemble de ces affaires. Donc les médias jouent pleinement cette fonction dans l'ordre d'accès ouvert, mais ils la jouent différemment parce que c'est précisément l'ordre d'accès ouvert qui doit être médiatisé d'une certaine façon. Et ils se développent comme des industries qui desservent des marchés dans lesquels la publicité et des récits non commerciaux, qui peuvent être des récits de news, de sport, de fiction, se complètent. Ils participent, le cas échéant, à la promotion institutionnelle des États. Aux États-Unis, le système d'Hollywood s'est mis en place aussi comme un système de représentation internationale des institutions américaines. Les Qataris ont une politique de soft power à travers la mondialisation des médias qui est d'un autre genre, mais qui existe aussi, et ils participent bien entendu à la mondialisation de la concurrence. Pour donner juste quelques chiffres qui calent un peu les idées, on compare sur ce tableau les dépenses annuelles par habitant dans différentes zones. Dépenses de médias par habitant qui recouvrent d'une part des achats, des dépenses directes de médias comme l'achat de journaux, de chaînes de télévision payantes, d'entrées de cinéma, de livres, etc. Et ce que dépensent les agents économiques en publicité, donc le chiffre d'affaires de l'industrie publicitaire en achat d'espace dans le pays. Vous voyez qu'aux États-Unis, en moyenne, ça doit être les chiffres 2015 compilés par la Banque mondiale et McKinsey, on est autour de 1270-1300 € par personne et par an, y compris les nourrissons, de dépenses médias. Ces dépenses médias sont composées à 64% d'achats directs et à 36% de dépenses publicitaires. En Europe de l'Ouest, on est à 1000 €, à 950 €, c'est-à-dire à peu près 25% de moins, sauf qu'on achète beaucoup plus de médias directs par rapport à la proportion du financement par la publicité du secteur média. Donc les Américains, ils sont à pratiquement un tiers de consommation financée par la pub. Nous, on est à un quart de la consommation financée par la pub. Et vous voyez qu'en Europe centrale, on est seulement à 172 $ par personne et par an, donc extrêmement en dessous des niveaux de l'ordre d'accès ouvert des pays d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis. La moyenne mondiale est autour de 290 $ par personne et par an. Ces chiffres sont intéressants parce qu'ils montrent que l'activité des médias est vraiment proportionnelle au système institutionnel, au degré d'ouverture des institutions du pays et de l'ordre social. Il y a une corrélation forte entre un ordre d'accès ouvert et le développement d'activités médiatiques intenses.